Je voudrais d'abord réagir sur un plan théorique aux exposés de ce matin, en m'excusant de passer, je dirais, d'un style à un autre. J'avais l'impression, en écoutant Manuela Cadella, que nous devrions partir d'ici immédiatement, suspendre cette séance, armés de fourches ou de porte-plumes réservoirs, et attaquer résolument le Parlement, le gouvernement, la Cour constitutionnelle, et j'en passe. Alors, voilà, on va passer encore un tout petit peu de temps sur des questions peut-être plus théoriques, avant, il faudrait y aller, les amis, hein, d'attaquer ces institutions. Sur ce plan théorique, donc, quatre réflexions en réaction vraiment aux exposés du matin, et puis, bon, si vous m'en laissez le temps, je voudrais apporter quelques autres réflexions complémentaires. Tout d'abord, quand Dominique Rousseau dit la Constitution, c'est le miroir de ce que la société est, la forme moderne du récit par lequel une société se raconte son histoire, je souscris évidemment totalement aux propos. J'ajoute tout de même, pour sauver l'honneur de Kelsen, et vous serez évidemment d'accord avec moi, Monsieur Rousseau, c'est le miroir de ce que la société doit être, et non pas de ce qu'elle est. On est quand même dans le prescriptif et non pas dans le descriptif, même si une constitution, évidemment, a une portée également descriptive, mais enfin, elle est essentiellement prescriptive. Il ne faut jamais l'oublier. Deuxième réflexion, j'étais très heureux que vous régliez rapidement le compte de Hans Kelsen et, malgré toute mon amitié pour lui, de Michel Tropper. Je crois qu'effectivement, si nous avions suivi la théorie générale du droit de Kelsen, même telle que réinterprétée avec combien d'intelligence et de finesse par Michel Tropper, ce séminaire n'aurait pas lieu. Tout simplement parce qu'effectivement, il y a une vision du droit qui a quand même encore quelques sérieux adeptes dans un grand nombre de facultés de droit, qui consiste à s'interdire de penser ce que nous avons essayé de penser, en tout cas essentiellement ce matin, et aujourd'hui, cet après-midi aussi. On connaît cette volonté kelsenienne de clôturer le droit, de rejeter en dehors du droit la question des fondements. Et donc, je pense que c'est effectivement indispensable sur le plan épistémologique de prendre cette distance par rapport à un certain positivisme qui nous empêche de penser les révolutions, les transitions, et je parlerai peut-être tout à l'heure, si on m'en laisse le temps, les sécessions. Cela dit, j'ai quand même une objection, M. Rousseau, à l'égard de ce que vous dites à propos de Sieyès. Donc, d'accord, la Constitution construit la figure du peuple. Oui, et alors vous repoussez un peu Sieyès qui, bon, défend des théories qui sont parfois un peu différentes les unes des autres, mais qui reprend l'idée qu'il y a quand même un peuple qui précède la Constitution. Alors, quelque part, vous radicalisez votre propos en disant qu'il n'y a pas un peuple qui précède la Constitution. Le peuple n'existe que grâce à la Constitution, grâce à la magie de la Constitution. Moi, je voudrais plaider un instant pour la théorie de la réinstitutionnalisation. C'est-à-dire que je crois qu'avant le droit, il y a déjà du droit. Avant le peuple construit par la Constitution, il y a déjà un peuple. Et l'exposé de Xavier Philippe va tout à fait dans ce sens. Il y a une théorie d'un anthropologue américain, Bohannan, qui me paraît quand même extrêmement précieuse quand on veut éviter des clôtures trop radicales. D'accord avec la magie constitutionnelle, elle crée le peuple, mais ne poussons pas la magie trop loin. Il y a derrière le peuple construit par la Constitution un peuple qui précède. Un peuple qui est déjà quelque part institué. Xavier Philippe parlait de normes pré-constitutionnelles. Donc en fait, la Constitution, une fois qu'elle est officiellement édictée, 7 février 1831 chez nous en Belgique, elle ne fait que réinstituer quelque chose qui est déjà partiellement institué à la suite de la Révolution. Je pense que l'exposé de Xavier Philippe est tout à fait lumineux à cet égard.
voudrais évoquer la question des préambules. Ça, c'est la limite du texte constitutionnel. Est-ce qu'on est dans la Constitution ou est-ce qu'on est en dehors de la Constitution? Le préambule. Parce qu'au fond, le récit fondateur dont vous parliez, M. Rousseau, il est quand même plus facile à trouver dans les préambules que dans le texte constitutionnel, qui a une dimension quand même plus instrumentale, même si la dimension symbolique est omniprésente. Donc je voudrais dire quelques mots au sujet du préambule. Et puis j'aurais voulu parler des états d'exception, mais je crois que je n'en aurai pas le temps, mais je crois que il y a de bonnes raisons, par exemple, de critiquer une constitution comme la constitution belge, qui, au fond, a refusé de parler des états d'exception. Alors, on a heureusement l'article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais ça ne suffit pas. Il y a un troisième thème que je voulais développer, l'exemple des sécessions. Je suis fasciné, depuis des travaux récents que je mène avec Mathias Elberoumi, mon collègue à Saint-Louis, de voir qu'aujourd'hui, tout doucement, la pensée constitutionnelle tente d'appréhender le phénomène des sécessions. Ce qui est quand même, pour notre thème, des transitions, une forme de transition, mais alors là, peut-être même encore plus radicale, puisque c'est la suppression pure et simple de l'État. Et donc, voilà. Et alors, en dernier lieu, j'aurais voulu rebondir aux interventions de Françoise Tulkens et Dominique Rousseau à propos de cette figure de la légitimité concentrée dans la Convention européenne des droits de l'homme qui prétendait prendre la place du peuple. Là, je cale et je voudrais réagir. Bon, donc c'est peut-être un peu long, c'est trop long ? 4 points, 4 minutes. Bon, ça, c'est implacable. Très bien. Eh bien, allons-y. Donc, le préambule, le problème du préambule, c'est qu'on est au bord du texte constitutionnel, mais on éprouve au fond dans certaines sociétés, et notamment en Belgique, le besoin d'écrire un préambule. J'ai été très frappé de participer aux travaux de la Chambre des représentants, qui n'aboutiront pas, comme beaucoup de bons travaux dans la Chambre des représentants. Il y a le besoin, dans la part de certains élus, mais pas seulement des élus, d'un moment donné, écrire un préambule. Et au fond, c'est une opération d'une complexité effroyable. Pourquoi? Mais parce que le préambule, il est censé accueillir les valeurs, les fameuses valeurs dont, Françoise, tu te méfies, à juste titre, parce que ces valeurs deviennent alors tout doucement des normes. Et on sait bien qu'un préambule illustre merveilleusement la théorie du caractère graduel du passage du non-droit vers le droit. Donc, c'est jamais neutre d'écrire un préambule. Or, comment s'entendre sur des valeurs alors qu'on dit et on répète que l'État doit être neutre? Et donc, on est vite devant l'affrontement des deux grands paradigmes de la théorie politique, le paradigme libéral. Alors, au fond, l'État doit se limiter à la sphère politique, qui ne porte pas de jugement sur le bien. Il reste donc neutre par rapport à la question de la vie bonne. Le seul idéal qui peut structurer les sociétés modernes pluralistes, peut-être que l'idéal de la justice, les spécificités de chaque communauté de citoyens, constituant l'État démocratique, ne jouant qu'un rôle secondaire. Tandis que, si on prend le paradigme républicaniste, des auteurs comme Walzer, Charles Taylor, les conceptions de la justice ne peuvent pas être déterminées indépendamment de chaque communauté politique. Ces conceptions sont le fruit de chacune de ces cultures et identités collectives particulières. Le bien est constitué de valeurs partagées collectivement qui émanent et s'alimentent de la tradition et d'une vie politique commune. Alors j'avais envie de demander à Dominique Rousseau, vous avez évoqué un peu le communautarisme, mais peut-être dans un sens non philosophique. Est-ce que vous avez une position entre le paradigme libéral et le paradigme républicaniste? Votre peuple avec un grand P, votre peuple de citoyens, est-ce que c'est un peuple qui ne peut se rallier qu'aux valeurs de la justice telles que pensées dans le paradigme libéral? Je crois, moi, qu'il faut articuler de manière dialectique les deux paradigmes et que c'est donc assez compliqué de s'entendre aujourd'hui sur la rédaction d'un préambule. Je ne vais pas plus loin. Je constate, par exemple, que la Belgique serait extraordinairement réveillée et guérie d'une bonne partie de ses maux si elle parvenait à écrire un préambule dans lequel on dirait ceci: la Belgique reconnaît la diversité de ses composantes institutionnelles et sociales, elle est attachée à l'esprit pacificateur d'une démocratie de concordance qui régule ses conflits par la recherche de consensus sur des compromis équilibrés et fonctionnels. J'ai demandé aux élus qui m'interrogeaient lors d'une audition à la Chambre des représentants: est-ce que vous seriez prêts à mettre ça dans la Constitution?
vous devinez qui m'a regardé avec des yeux tout à fait hostiles. Le deuxième thème, je ne l'aborde pas parce que vous ne m'en laissez pas le temps, et donc ce sont les états d'exception. Le troisième thème, c'est l'exemple des sécessions. Je veux simplement dire que quand on cherche à construire un certain nombre de normes qui soit sont déjà en train de servir à des processus sécessionnistes, soit qui pourraient encadrer d'éventuels processus sécessionnistes si jamais ils devaient se produire, par exemple, dans un État que je connais bien. Eh bien, on est fasciné de voir que le droit peut rendre service. Et cela, même à certains égards, au-delà du texte constitutionnel. Je suis toujours tout à fait fasciné par le fameux avis de la Cour suprême du Canada sur une éventuelle sécession du Québec. Le texte de la Constitution ne parle pas de sécession. Donc, si on prend la notion d'état de droit dans un sens très limité, on exclut la sécession, on n'envisage pas l'encadrement juridique de la sécession. Mais la Cour suprême du Canada dit qu'il y a aussi la démocratie. Et en démocratie, il est quand même difficile de repousser d'un revers de main méprisant une éventuelle expression d'une volonté claire du peuple québécois de faire sécession. Et donc il faut imaginer une procédure. Et le droit doit encadrer un processus aussi dangereux, aussi difficile que la sécession. Et au fond, le droit peut instituer des scènes tierces, ce que François Host appelle une scène tierce, c'est-à-dire une médiation entre la force et le bien, une médiation entre des rapports de force et des impératifs éthiques. Et on peut mettre dans ce cadre juridique des principes tout à fait fondamentaux. Le renoncement à la violence. Dans un processus sécessionniste, la violence est évidemment celle qui menace. On peut mettre dans ce cadre juridique la référence aux principes de la démocratie et de l'état de droit, en partie indisponibles tout de même, des accords entre positions antagonistes, entre partis antagonistes, un appel à la bonne foi, et peut-être aussi une instance tierce, ce que j'appelle le pouvoir transconstituant. Je crois qu'il y a un intérêt à penser la notion de pouvoir transconstituant. Je termine par le dernier point qui me tenait à cœur, une réaction à ce que Françoise Tulkens et Dominique Rousseau ont dit. Non, c'est plutôt la pointe ultime, c'est Dominique Rousseau dans sa toute dernière intervention maintenant. Là, je cale. Hein. La figure ultime de la légitimité a été longtemps Dieu, et puis le peuple, et puis maintenant c'est la Convention européenne des droits de l'homme, la Constitution, et pas le peuple. Non, de grâce, ne pensons pas comme ça. Je pense qu'une des difficultés de la Convention européenne des droits de l'homme, de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est qu'il y a l'idée que quelque part on peut dépolitiser complètement les droits de l'homme. Et je dis moi que si un jour la détermination du contenu des droits de l'homme, de leur portée, de leurs limites et de leur compatibilité devait ne plus dépendre que du seul réseau transnational des experts et des juges, aussi merveilleux soient-ils comme Françoise, ils perdraient bientôt leur effectivité en même temps que leur légitimation démocratique. Donc je crois foncièrement que la positivation et l'effectivité des droits de l'homme rendent les délibérations démocratiques nécessaires, tant en amont qu'en aval des décisions des juridictions internationales. Si les décisions des juridictions internationales, comme la Cour européenne des droits de l'homme, ne sont pas préparées en amont par des délibérations démocratiques et suivies en aval par des délibérations démocratiques, effectivement, il va y avoir la coupure que nous regrettons ici. Merci.